Monsieur le préfet, cher Monsieur Touvé, sehr geehrter Herr Spagnol, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Stratégie France du Land de Sarthe, bienvenue pour cette nouvelle édition du Partnertalk de la Frankreich Stratégie. Comme vous le savez, l'objectif principal de cette diffusion en ligne, en français et en allemand, consiste à vous apporter des informations utiles, pratiques et claires. Objectif, mieux comprendre la dynamique de rapprochement franco-sarroise impulsée depuis 2014 par le Land de Sarthe au travers de la Stratégie France qui est, je dois le dire, si bien accueillie en France. Merci tout d'abord à nos partenaires et à nos amis français. Entre la France et l'Allemagne, bien sûr, et on en a beaucoup parlé ici, il y a une amitié, il y a la volonté de travailler ensemble, mais entre la France et l'Allemagne, il y a aussi de nombreuses différences de langue, évidemment, de culture, mais surtout de structure politique et administrative de l'État. En Allemagne, vous le savez, notre système est fédéral. En France, l'État est unitaire. Ce sont deux modalités très différentes d'organisation des fonctions étatiques et de répartition des compétences. C'est pourquoi, pour un Sarrois habitué au modèle fédéral, le système institutionnel français peut sembler compliqué et difficile à comprendre, et vice-versa pour un Mosellan qui regarde l'Allemagne fédérale. En fait, il est juste différent de ce à quoi nous sommes habitués dans nos pays. S'agissant des administrations et des institutions, nous sommes tous concernés. En effet, que vous soyez un citoyen de Sarre vivant en Moselle ou une entreprise ou encore une commune ou une association, il est toujours essentiel de comprendre le qui fait quoi, autrement dit, la répartition des compétences du pays voisin. Un rôle tout à fait central dans l'organisation de l'État français jouent les préfets, une fonction inconnue en Allemagne, mais indispensable pour le fonctionnement de l'État, avec une longue tradition dans l'histoire française. C'est donc une fonction très importante. En France, le préfet est le représentant du gouvernement dans un territoire, comme un département ou une région. Il est le chef de l'administration de l'État et je me réjouis alors de pouvoir accueillir Monsieur le préfet de Moselle, Laurent Touvé. Merci à vous, Monsieur Touvé, d'avoir accepté et d'expliquer votre rôle et celui des services de l'État à notre public aujourd'hui. Nous en sommes ravis et honorés. Bienvenue sur la plateforme bilingue de la Stratégie France. Je saisis cette occasion pour vous remercier publiquement de l'excellente coopération nouée ensemble. Aussi, pendant la période difficile de début de pandémie, en mars ou bien en 2020, je pense aux nombreux échanges, parfois tard la nuit, parfois le week-end, pour se tenir au courant des nouvelles de Berlin et de Paris. Je pense aux solutions pragmatiques trouvées ensemble dans l'intérêt des concitoyens de notre bassin de vie commun. Et je pense notamment aux patrouilles de police, par exemple, communes, que nous avons mises en place lors de la pandémie, par exemple, pour que chaque citoyen contrôlé puisse s'exprimer dans sa langue maternelle, qu'il se trouve en Sarre ou en Moselle. Je saisis cette occasion pour vous remercier, cher Monsieur Touvé, Monsieur le préfet, au nom du gouvernement de la Sarthe, pour cette coopération et pour cet effort. Monsieur Touvé, vous avez été nommé le 29 juillet 2020 en Moselle. Auparavant, vous étiez déjà préfet du Haut-Rhin et de l'Ain, mais vous avez exercé d'autres responsabilités éminentes pour l'État comme conseiller d'État et comme directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et enfin, vous êtes né à Dijon, magnifique capitale de la Bourgogne et promesse pour nous tous de l'art de vivre à la française. L'objectif de cette conférence aujourd'hui est entre autres d'en apprendre plus sur l'organisation de l'État en France. Ainsi, nous avons déjà eu la chance d'écouter le professeur David Capitan sur la théorie générale de répartition de compétences en France entre l'État et les collectivités locales. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Monsieur le Préfet, nous en saurons plus sur son rôle, ses missions, celles de l'État dans les territoires, mais aussi sur le lien très particulier qui existe entre les communes et le représentant de l'État en France. Et la présence de la représentation des communes sarroises du Saarländischen Städte- und Gemeindetag montre le grand intérêt
qui est aujourd'hui le nôtre. Daher freue ich mich ganz besonders, den Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir saluer Monsieur le directeur de l'association sarroise des villes et des communes, Monsieur Stéphane Spagnol. Monsieur Spagnol, cher Stéphane, soyez le bienvenu. Un excellent connaisseur de l'organisation de l'État allemand, il est juriste, il est ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de la Sarre, il est depuis l'année dernière le nouveau directeur de l'administration du SSGT et donc un précieux partenaire du gouvernement de la Sarre dans toutes les questions qui touchent aussi les intérêts des villes et des communes en Sarre. Sehr geehrter Herr Spagnol, herzlich willkommen. Sie haben sich bereit erklärt. Monsieur Spagnol, bienvenue. Vous vous êtes déclaré prête à prononcer quelques mots. Donc, je vous remercie d'être là et vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, donc cher Roland, Monsieur le préfet. Je peux vous saluer également au nom de l'association sarroise des communes et des villes. C'est bien que nous ayons organisé ensemble cette manifestation d'aujourd'hui. Le ministère des Affaires européennes du Land de Sarre et nous sommes mis d'accord de coopérer donc dans ce domaine. Et nous attirons donc avec plaisir l'attention des citoyens aux manifestations organisées par le ministère dans le cadre de la stratégie France. Nous sommes donc partenaires de coopération. Monsieur Thaïs l'a déjà dit. Octobre dernier, nous avons organisé une manifestation avec Monsieur le professeur Capiton, pendant laquelle il a expliqué les bases de l'État en France. Monsieur Thaïs et moi, donc nous avons conjointement travaillé à l'université de la Sarre où nous avons essayé d'expliquer aux étudiants donc la structure étatique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la structure donc étatique en France qui diffère fortement de la structure allemande. Monsieur Tass l'a déjà dit. Je suis le nouveau gérant de l'association sarroise des communes et des villes. Je suis en train d'entrer en contact avec les membres. Donc, j'entre en contact avec les maires, par exemple, les maires qui sont dont les villes, les communes sont très proches de la frontière et m'ont confirmé qu'il y a de très bons contacts bilatéraux avec leurs interlocuteurs directs dans les communes voisines, avec les représentants de l'État de l'autre côté donc de la frontière et que la coopération fonctionne très bien. Mais cela m'a également montré qu'il est très important de comprendre où sont les limites donc de la coopération, qui sont les interlocuteurs, comment sont les structures et c'est pourquoi j'ai avec plaisir accepté l'invitation donc à participer à la manifestation d'aujourd'hui afin d'améliorer la compréhension donc des citoyens pour les structures de l'autre côté de la frontière et pour donc mieux donc présenter donc la structure étatique. Donc la structure étatique est déjà très compliquée en Allemagne. Donc dans le cadre du fédéralisme, il y a par exemple des Länder où les communes assument des fonctions étatiques. Je pense par exemple à ce qu'on appelle Regierungsbezirke en Bavière. Donc en Sarre, nous n'avons pas cela. Nous avons des autorités donc d'auto-administration donc communale qui ont donc un landrade, ce que nous appelons landrade ou un maire. Donc la structure donc générale donc est donc différente et il est d'autant plus intéressant donc de savoir plus par rapport à la structure donc en France et j'attends avec impatience donc la présentation et je vous remercie de votre attention. Donc, cher Monsieur Spagnol, merci beaucoup d'avoir adressé quelques mots à vous. Qui s'engagent dans les échanges parfois quotidiens avec les communes en France, avec les collectivités territoriales en France, avec nos partenaires français dans l'Eurodistrict, mais dans beaucoup de jumelages aussi entre les communes et les villes sarroises et les communes et les villes françaises et dans d'autres instances de coopération.
Merci, Monsieur Spagnol, d'avoir informé les communes de Sarre de notre démarche. Je pense que ce que vous avez dit, il est très important de diffuser encore plus cette connaissance pour travailler vraiment efficacement au service de nos concitoyens. Merci, Monsieur Spagnol, merci surtout, Monsieur le Préfet. C'est maintenant votre tour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Vous avez la parole. Herr Staatssekretär, ich bedanke mich sehr herzlich für Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de l'invitation et je suis très heureux de pouvoir donc directement parler aux personnes en Sarre dans le cadre de la stratégie France et de leur expliquer l'organisation de l'administration en France. Mais il est beaucoup plus facile pour moi de parler français, c'est pourquoi je vais maintenant continuer en langue française, si vous le permettez. La France, vous l'avez dit, Monsieur le secrétaire d'État, est un État unitaire. Et ça remonte très loin dans notre histoire, ça remonte au roi de France dès le Moyen-Âge. Et cette unité a été confortée très fortement par l'empire de Napoléon, qui a été très bref au début du 19e siècle, mais très marquant dans notre organisation, et ensuite poursuivi par l'ensemble des régimes qui se sont succédés au 19e siècle et dont nous sommes les héritiers. Alors, un État unitaire, ça veut dire que le principe d'égalité est très fort, que l'organisation administrative est la même sur tout le territoire national et que les collectivités locales ne décident pas de leurs propres compétences. C'est l'État, par la loi, qui attribue des compétences aux collectivités locales, mais elles ne peuvent pas s'en saisir elles-mêmes. Je crois que c'est important à comprendre. Et puis, l'État a besoin de représentants sur l'ensemble du territoire français, et ce sont les préfets, et je vais vous en parler ensuite. Mais enfin, un État unitaire ne veut pas dire uniforme, heureusement. C'est sous l'Empire, sous le Second Empire, sous Napoléon III, qu'on avait dit on ne gouverne bien que de loin, mais on administre bien que de près. C'est dire que les grandes décisions doivent être prises avec une certaine distance, avec du recul pour ne pas être trop soumises aux pressions locales, mais les décisions d'administration doivent être prises au plus près du terrain. Donc, heureusement, tout n'est pas décidé à Paris et le pouvoir est partagé entre l'État et les collectivités locales. Alors, nous avons en France deux catégories de collectivités locales qui sont très anciennes. D'abord, les communes. Les communes qui ont été créées par la Révolution française en 1789, qui sont les héritières des paroisses. Et elles exercent les compétences de proximité. Il y a notamment l'état civil, les écoles primaires jusqu'à l'âge de 10 ans, les rues, l'animation sociale, culturelle, sportive, tout ce qui fait la vie d'une petite communauté. Et j'en veux pour preuve le nombre de communes. Il y en a 35 000 en France, c'est-à-dire autant que dans tous les autres États de l'Union européenne réunis. Alors, ce n'est pas un concours, ce n'est pas forcément bien qu'il y en ait autant. Mais rien que pour le département de la Moselle, nous en avons 725. C'est un département qui est très émietté, comme on dit, très réparti entre de nombreuses communes. Et puis, une deuxième catégorie de collectivités locales très anciennes, ce sont les départements, qui ont été créés en 1790, là aussi par la Révolution française, et ils sont actuellement 96 en métropole et 5 outre-mer. Les départements exercent actuellement 4 compétences principales, les routes, l'équivalent des Landstraßen, les collèges, c'est-à-dire la scolarité entre 11 ans et 14 ans, les compétences sociales de secours aux personnes en difficulté, d'accueil des personnes âgées, notamment des personnes âgées dépendantes, et puis les sapeurs-pompiers. Et puis nous avons 2 catégories de collectivités locales qui sont beaucoup plus récentes, qui sont d'une part les intercommunalités, qui sont apparues dès la fin du 19e siècle, mais qui se sont surtout développées à la fin du 20e siècle, et qui ont été décidées au coup par coup, qui sont la réunion de quelques communes pour exercer ensemble des compétences. J'ai dit qu'il y a un très grand nombre de communes. Eh bien, il y a certains équipements publics,
par exemple tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, qu'on ne va pas reproduire dans tous les villages de France. Ce serait vraiment pas rationnel du tout, ce serait pas économiquement profitable. Et donc, il y a des mutualisations, des regroupements qui permettent d'exercer en commun certaines de ces compétences. J'ai cité l'eau et l'assainissement, les ordures. Il y a aussi beaucoup d'équipements sportifs, beaucoup de crèches, de kitas qui sont gérés par les intercommunalités. Et depuis l'an 2000, les intercommunalités couvrent la totalité du territoire français. Il est maintenant obligatoire à toutes les communes d'adhérer, d'être membres d'une intercommunalité. Alors, j'ai dit 35 000 communes. Il y a 1250 intercommunalités en France. Ça vous situe à peu près le périmètre. Et donc, il y en a 22 en Moselle. Et elles exercent ces compétences en commun, soit de manière volontaire, quand les communes ont décidé de s'associer pour faire quelque chose ensemble, soit par obligation de la loi. On retrouve la loi de l'État qui vient obliger les communes à réaliser certaines choses ensemble. Et puis la deuxième catégorie de collectivités locales récentes, ce sont les régions. Elles ont été créées en 1986, donc c'est assez récent. C'était d'abord des entités très très légères qui s'occupaient de planification économique et qui ont reçu progressivement d'autres compétences, notamment les lycées, c'est-à-dire l'enseignement entre 15 ans et 18 ans, les transports de proximité, notamment les transports ferroviaires régionaux, les transports routiers régionaux, les transports scolaires et tout le champ de l'aide économique aux entreprises, ce qui permet à la région d'être présente dans de très nombreux domaines, et ce d'autant plus que depuis les années 80-90, pour des raisons budgétaires, l'État a souhaité faire financer par les régions une partie de ses propres compétences, notamment les universités, qui restent de la compétence de l'État. Mais comme l'État avait quelques problèmes financiers, il a demandé aux régions de mettre un petit peu plus pour que nos universités, nos instituts de recherche soient plus performants. Et donc, les régions sont entrées aussi dans cette compétence petit à petit. Et elles ont aussi reçu celle de la répartition des fonds européens, ce qui leur permet d'être très présentes auprès des acteurs économiques et des collectivités publiques. La Moselle appartient à la région Grand Est. Vous savez qu'en 2016, il y a eu un regroupement de régions. On est passé de 22 à 13 régions en métropole. Et donc, l'ancienne région Lorraine est maintenant fait partie d'un ensemble plus vaste avec l'Alsace et la Champagne. Alors, chacun de ces 4 échelons, communes, intercommunalité, département, région, est administré par un conseil élu et dirigé par un président. Dans une commune, on l'appelle le maire. Dans une intercommunalité, le président de l'intercommunalité. Et dans les départements et les régions, président du conseil départemental et président du conseil régional. Et chacune de ces collectivités tire ses recettes en grande partie de l'impôt, un impôt direct dont elle décide le taux, qui représente à peu près la moitié de leurs recettes, et puis beaucoup de transferts financiers de l'État. L'État est le premier contribuable des collectivités locales, finalement. Il leur apporte à peu près 30% de leurs recettes, soit par des subventions, des montants budgétaires qui sont indiqués dans le budget de l'État et qui sont ensuite répartis entre les collectivités locales, soit carrément par une part de la fiscalité. Il y a une petite partie de la taxe à la valeur ajoutée, par exemple, qui est un impôt d'État, qui est reversé aux régions et ça leur donne des recettes plus importantes. Et puis pour le reste, les collectivités locales tirent leurs recettes de l'emprunt ou des revenus des usagers, par exemple, quand elles administrent une piscine ou un stade ou qu'elles réalisent des spectacles culturels, il y a une partie de recettes qui leur revient, mais c'est quand même assez mineur. Il faut aussi comprendre que jusque dans les années 80, le cumul des mandats était très largement pratiqué en France, c'est-à-dire que souvent, la même personne était à la fois maire, député à Paris et puis président du conseil départemental. Ça n'était pas rare du tout. Et avec
la montée en puissance des collectivités locales et le souci de voir les élus se consacrer pleinement à leur mandat, plusieurs lois ont restreint ce cumul et depuis 2017, par exemple, les parlementaires, députés et sénateurs ne peuvent plus être maires d'une commune, ce qui induit une assez grande dispersion des responsabilités et ce qui fait que quand on veut réaliser une action, un investissement, il faut souvent réunir un grand nombre de personnes issues de collectivités différentes et j'y insisterai tout à l'heure. Alors, j'ai présenté les 4 niveaux de collectivités locales, mais il y a aussi l'État. L'État qui n'a pas disparu, loin de là, du fait de la montée en puissance des collectivités locales. L'État garde des compétences importantes, tant en termes d'action que de contrôle. Et puis, comme il a des compétences assez nombreuses, il a besoin de s'assurer qu'elles sont bien appliquées sur l'ensemble du territoire français. Alors, quelles sont les compétences de l'État ? Il y a d'abord les matières régaliennes que l'on trouve dans la plupart des États et qui font l'unité d'un pays, la sécurité, la justice, l'administration fiscale, l'impôt, c'est les services fiscaux de l'État qui prélèvent l'impôt dû aux collectivités locales. Il n'y a pas de service fiscal des collectivités locales. C'est l'État qui prélève l'impôt et qui ensuite verse aux collectivités locales le montant qu'elles ont décidé et que l'administration fiscale de l'État a prélevé pour elles. Autre compétence de l'État, bien sûr, l'armée, les relations diplomatiques. Et puis une chose qui est peut-être différente de ce qu'on trouve en Allemagne, l'éducation. J'ai dit que les communes étaient compétentes pour les écoles, les départements, les collèges et les régions, les lycées, mais elles ne sont compétentes que pour les bâtiments, que pour l'entretien matériel, de veiller à ce qu'il y ait des beaux équipements. Mais tout le contenu éducatif est national. On appelle ça l'éducation nationale. Et quelquefois, certains gouvernements avaient changé l'intitulé en disant ministre de l'Éducation. Et tout ça n'avait pas du tout plu à tous les enseignants qui tiennent beaucoup à ce que ce soit une éducation nationale avec les mêmes programmes dans tous les départements de France et dans toutes les écoles de même niveau en France. Ces enseignants sont des fonctionnaires de l'État. Nous avons aussi toutes les politiques de l'emploi qui relèvent de l'État, l'hébergement des migrants, toute la politique migratoire, la santé, même si les hôpitaux sont juridiquement des établissements publics locaux, présidés par des élus, il n'empêche que toute la politique de la santé est définie nationalement et que l'ensemble des structures de santé appliquent les mêmes mesures. Tout ce qui relève aussi de l'environnement, du contrôle des activités industrielles, des activités agricoles, relève de l'État. Beaucoup de missions de contrôle, par exemple le contrôle des prix, le contrôle de la qualité des produits, le contrôle de la qualité de l'eau dans les rivières. Tout ceci, ce sont des fonctions de l'État. Et puis, nous avons aussi la protection des monuments historiques, qui est une compétence de l'État. Donc, vous voyez que c'est certainement, et si vous comparez avec toutes les compétences que détient le Land de Saar par rapport au Bund, l'État français détient beaucoup plus de compétences que l'échelon fédéral en Allemagne. Et pour exercer toutes ces compétences, l'État a besoin à la fois des administrations qu'on appelle centrales, c'est-à-dire les ministères, qui sont tous localisés à Paris. Ça, c'est notre grande tradition de centralité, souvent excessive. En tout cas, c'est une tradition historique qui n'est pas remise en cause. Administration centrale et puis administration locale dans les régions et les départements qui font appliquer ces politiques de l'État. Alors, dans un département, le principe est que l'ensemble des services de l'État dans le département sont placés sous l'autorité du préfet, une fonction qui a été créée par Napoléon en 1800. Mais il y a quelques exceptions. Il y a par exemple dans le domaine de l'éducation, vous avez peut-être rencontré le rectorat, le recteur qui dirige le rectorat et qui a une responsabilité sur l'éducation. Les services des impôts sont aussi à part. Et puis bien sûr l'armée et la justice qui ont leur organisation particulière. Mais sinon, c'est le préfet qui est le chef des services de l'État dans un département. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Que fait un préfet? Quelles sont ses responsabilités?
puisque vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, cette fonction n'existe pas en Allemagne. Eh bien, le préfet est, de par la Constitution française, dans son département, le représentant de chacun des ministres. Et je vais vous décrire un petit peu quelles sont les fonctions qui sont très variées. C'est un métier de contact, de mise en relation, d'application des politiques publiques et assez axé sur la sécurité. Et les préfets sont nommés en Conseil des ministres qui peut les révoquer, les changer chaque semaine, chaque mercredi en Conseil des ministres. Il y a la faculté pour le gouvernement de changer un préfet dans un département. Alors, ça n'arrive heureusement pas trop souvent, mais en moyenne, les préfets sont nommés pour 2, 3, 4 ans dans un département. Et puis ensuite, ils vont exercer souvent les mêmes fonctions, mais parfois, ils peuvent aller dans des ministères. Même certains ne sont pas fonctionnaires et exercent cette mission pour une durée plus brève. Donc, il y a toute cette diversité qui est intéressante lorsqu'on se rencontre entre collègues, de voir cette diversité d'expériences, de culture administrative qui fait qu'on essaye de comprendre le département où on est envoyé pour y appliquer les politiques du gouvernement. Alors, que fait un préfet? J'essaie de regrouper ça en 4 actions principales. La première, c'est la sécurité. La sécurité dans tous ses aspects. Alors, c'est la gestion de l'ordre public et des manifestations. Ce matin, j'avais une réunion pour préparer une manifestation contre le pass sanitaire qui a lieu tous les samedis maintenant à Metz depuis juillet dernier. Donc, comme on a l'information qu'il y aura sans doute davantage de manifestants, on a adapté notre dispositif. La sécurité, c'est aussi la définition des politiques de sécurité, tant pour la sécurité publique, savoir quelles actions on va mener prioritairement. Est-ce que c'est la lutte contre les violences intrafamiliales, par exemple, ou la sécurité routière? Ça fait partie des attributions du préfet qui décide des contrôles, qui décide des politiques de prévention aussi. On fait beaucoup de prévention. Et j'ai directement sous ma responsabilité le directeur départemental de la sécurité publique, c'est-à-dire de la police nationale, et le commandant du groupement de gendarmerie nationale, puisque vous savez qu'on a 2 forces, police et gendarmerie, la police étant plutôt dans les villes et la gendarmerie plutôt dans les campagnes. Autre compétence en matière de sécurité, la sécurité civile, c'est-à-dire à la fois la prévention et la gestion des événements relatifs aux risques industriels, aux risques naturels et aux risques sanitaires, on l'a bien vu depuis 2 ans. Donc, c'est le préfet qui est responsable de cette planification dans tous les établissements industriels de type Seveso. Ils doivent préparer des plans d'intervention au cas où il y aurait un accident. Il y a des plans d'évacuation de la population qui sont aussi préparés sous ma responsabilité. Et puis, quand un événement de crise survient, c'est là aussi le préfet qui dirige l'ensemble des services qui vont répondre à cette situation de crise. Par exemple, des chutes de neige viennent détruire des lignes électriques. Eh bien, c'est le préfet qui va s'assurer que les gestionnaires de réseaux électriques puissent remettre en route les lignes dans un délai rapide. C'est le préfet qui va s'assurer auprès des maires, qui sont un relais très important pour le préfet, que dans tous les villages, il n'y a pas des personnes oubliées qui auraient besoin du courant électrique, souvent pour se chauffer, mais aussi il y en a qui en ont besoin pour leur santé, quand ils ont des traitements avec des appareils électriques. Quand il y a de la neige et qu'il y a un blocage de route, c'est le préfet qui s'assure que les secours puissent arriver, que le déneigement soit réalisé, que la circulation puisse être remise en service. Et puis, lors de la crise sanitaire, c'était aussi le préfet qui a été chargé à la fois au début de gérer les pénuries, soyons francs. On a eu beaucoup de difficultés dans les premières semaines, et puis ensuite l'organisation de la campagne de vaccination. Donc c'est de ma responsabilité, mais je ne le fais jamais tout seul. Dans ces politiques de sécurité, on a souvent besoin de partenaires que sont d'abord les communes, puisque quand il faut monter un centre de vaccination, par exemple, il faut une salle.
C'est pas l'État qui a des salles, ce sont les communes qui ont des gymnases, qui ont des grandes salles municipales et qui peuvent les ouvrir avec des partenaires de santé pour trouver les personnels administratifs, les personnels médicaux. Et puis l'État délivre les vaccins qui peuvent ensuite être administrés aux personnes. On assure aussi la communication, la sécurité, veiller qu'il y ait les stocks, veiller à tout le transfert des doses de vaccins de la pharmacie centrale départementale jusqu'au centre de vaccination. Enfin, en tout cas, le préfet a un rôle central dans la gestion de cette crise et on est plutôt habitué à des crises courtes. Un événement climatique qui dure 2 jours, 3 jours. Là, on a une crise très longue et ça a complètement bouleversé nos habitudes. Deuxième mission des préfets, c'est la relation étroite avec les collectivités locales. C'est l'article 72 de la Constitution française qui dit que le préfet est chargé du contrôle administratif des collectivités locales. Et ce contrôle, on l'exerce de 2 manières, le plus souvent sous la forme de conseils. Quand des petites communes, j'ai dit 725 communes, alors il y a des grandes communes qui ont 100 000 habitants ou 20 000 habitants et qui là ont des services, des experts juridiques, financiers qui leur permettent de préparer leurs délibérations et leurs projets seuls. Mais des petites communes, des petits villages de moins de 1000 habitants, et ils sont très nombreux, ils ont besoin d'un soutien technique, d'une expertise, et c'est là où la préfecture, l'État, vient leur apporter ces conseils qui sont appréciés. Et puis, on a aussi un rôle de contrôle pour saisir le tribunal administratif si on constate qu'une délibération d'une collectivité locale nous semble contraire à la loi. C'est un pouvoir qu'on exerce assez rarement sur les centaines de milliers de décisions prises par des collectivités locales en Moselle chaque année. J'en défère maximum une vingtaine au tribunal administratif chaque année. Mais c'est toujours une possibilité que le représentant de l'État conserve pour veiller à la bonne application de la loi. Donc, d'abord le dialogue, si nécessaire, le contrôle. Troisième mission des préfets, eh bien, c'est appliquer les politiques du gouvernement dans le département. Le préfet est systématiquement le relais de la politique du gouvernement. J'ai parlé de la crise sanitaire, on peut aussi parler de la relance économique, où c'est le préfet qui a été chargé d'attribuer des subventions décidées par l'État. Et en 2021, il y en a eu pour des montants très, très importants, puisque c'était une période de relance économique. Et donc, c'est un rôle tout à fait décisif qui nous permet d'agir au plus près du terrain, le plus pertinemment. Et pour cela, il nous faut des partenariats, là aussi, avoir l'information par les collectivités locales, mais par tous les acteurs économiques, sociaux, par les organismes professionnels, pour savoir où sont les besoins et les orienter de façon la plus pertinente. Et c'est là que le préfet est vraiment le chef des équipes de l'État dans le département. Je veille à la cohérence de l'action de l'État dans le département, essayer que chaque service ne réfléchisse pas seulement selon sa mission, mais qu'il sache regarder les autres intérêts publics. Et quand il y a un conflit, une difficulté, c'est à moi d'arbitrer et de définir la politique de l'État dans le département en application des directives gouvernementales. J'ai un petit peu le choix des moyens, le choix du moment. J'applique toujours la politique du gouvernement, mais pour veiller à sa bonne application, il faut trouver des alliés. Il ne faut pas être tout seul, il faut choisir le moment, savoir comment communiquer, savoir comment expliquer, et ça, c'est une part d'initiative qui me revient. Quatrième mission du préfet, eh bien, c'est dans l'autre sens, c'est informer le gouvernement sur la situation du département. Alors certes, le gouvernement a beaucoup de moyens d'être informé, mais j'ai cette mission particulière, alors notamment par des rapports écrits que je peux faire à des ministres. C'est le préfet qui accueille les ministres lorsqu'ils viennent dans un département. Ça, c'est une tradition très, très établie. C'est d'ailleurs une des rares occasions où le préfet met son uniforme. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré un préfet en uniforme. Généralement, c'est qu'il y a un ministre pas très loin, ou bien que c'est une cérémonie commémorative de notre histoire passée.
Et puis, le préfet, finalement, il a ce rôle d'alerte auprès des ministres pour leur dire attention, là, dans l'application de la politique du gouvernement, il y a une difficulté, il y a une mesure qui ne passe pas, qui est difficile à expliquer ou qui n'apparaît pas adéquate, ou alors il y a une particularité dans le département qui nécessiterait que la réglementation ou la loi soit adaptée, et j'ai ce rôle d'alerte. Et je suis finalement un petit peu l'avocat des enjeux du département auprès des différents ministères à Paris. Voilà pour les fonctions du préfet, et j'en arrive maintenant à essayer d'expliquer comment nous fonctionnons, puisque vous avez vu l'État plus 4 échelons de collectivités territoriales, ça fait quand même beaucoup de monde, puisque cette organisation, c'est la même dans l'ensemble de la France. Dans toutes les communes de France, vous aurez une intercommunalité, un département, une région et l'État, avec le gouvernement, le préfet, tout ça, ça fait des compétences qui sont souvent entrecroisées, et ça nous oblige finalement à pratiquer le consensus, qui n'est pas une vertu très française. On aime bien le conflit, et je crois qu'en Allemagne, vous êtes davantage habitués à la recherche du consensus. Et en France, finalement, avec les années, avec les décennies, on finit par être obligé de travailler ensemble, l'État, les collectivités locales, même les élus qui parfois sont dans l'opposition au gouvernement national. Eh bien, sur le terrain, dans le département, travaille volontiers et facilement avec le préfet, qui est pourtant le représentant du gouvernement, mais aussi le représentant de l'État. Donc, tout le monde doit s'accommoder des uns et des autres. Pour un préfet non plus, il ne choisit pas les élus, mais il essaye de les comprendre et de les aider autant qu'il le peut pour parvenir aux objectifs, puisque finalement, nous avons les mêmes administrés. Qu'on soit autorité de l'État, du département, de la commune, nous travaillons pour les mêmes personnes, pour essayer de faciliter leur qualité de vie, pour défendre leur patrimoine naturel, historique, bâti, pour dynamiser l'économie, pour veiller à leur sécurité, pour préparer les intérêts de long terme. Et c'est peut-être plus facile à un préfet, parce que comme il n'est pas élu, il n'a pas lui-même à rendre compte immédiatement de son action. C'est finalement le gouvernement qui rend compte lors des élections nationales de l'action de l'État. Et quand il y a des décisions difficiles à prendre, par exemple en matière de déchets, c'est toujours des sujets pas très simples, il arrive qu'il y ait un consensus entre un élu et le préfet pour que ce soit le préfet qui prenne la décision difficile, et puis ensuite tout le monde l'accepte, mais ça aurait été un petit peu compliqué pour un élu soumis à réélection l'année suivante de prendre une décision qui va contre les désirs immédiats de la population, mais qui est nécessaire dans le moyen et le long terme pour l'organisation du pays. Alors, je peux prendre un exemple pour vous montrer cet enchevêtrement de compétences. Pour rénover le quartier d'une ville, on a beaucoup construit en France dans les années 1960, on a beaucoup construit et vite construit et sans doute mal construit, et tous ces immeubles ont maintenant 50, 60 ans et il y a beaucoup à faire pour les rénover. Là, on a besoin d'à peu près tout le monde. Parce qu'on a besoin de la commune, c'est elle qui est compétente pour les rues, pour les jardins qui sont près de ces immeubles, pour les équipements de proximité. Est-ce qu'on va mettre une école ou pas une école? Est-ce qu'on met un équipement sportif ou pas? C'est elle qui a le contact direct avec la population, qui va s'inquiéter du relogement des habitants si jamais il faut démolir un immeuble. On aura aussi besoin de l'intercommunalité qui est compétente, elle, pour la politique du logement, c'est-à-dire pour définir les objectifs en matière de logement, grands ensembles, pavillonnaires, application du droit du sol, ça veut dire où va-t-on installer tel ou tel équipement. Ça, c'est l'intercommunalité qui le décide. Elle est compétente aussi pour les services de proximité. Quand on rénove un quartier d'une ville, il faut s'inquiéter des transports urbains, des transports en commun. Donc, c'est l'intercommunalité qui va devoir travailler à ces sujets. Et puis, du ramassage des ordures. Enfin, donc, ça en fait déjà 2 dont on a besoin. On a besoin du département qui est compétent pour les actions de solidarité. Veiller à ce que des personnes ne soient pas isolées
à ce qu'elles bénéficient de services sociaux qui vont pouvoir les aider si elles ont des faibles revenus, par exemple. On a besoin de la région qui va intervenir auprès des entreprises. On ne rénove pas un quartier en mettant que des habitants, il faut aussi des commerces, voire une entreprise artisanale pour créer de l'emploi. Et là, c'est la région qui va pouvoir faciliter. Puis on a besoin de l'État aussi, notamment pour la sécurité. Quand on rénove un quartier, on pense aussi à la sécurité, à la façon dont les services de secours ou les forces de sécurité pourront intervenir facilement. Et puis l'État, il est présent aussi par les subventions nationales, puisque le budget de l'État est supérieur à la totalité des budgets des collectivités locales françaises. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Hein. Le budget de l'État, notamment par les dépenses de personnel, j'ai parlé de tous les enseignants, des militaires, des policiers, des gendarmes, ça fait du monde, mais également par ses interventions, il garde un pouvoir financier assez important. Et donc, on a toujours besoin de l'État quand on entreprend une grande action. Et c'est peut-être aussi ce qui explique la lenteur de certaines réalisations, l'impatience de la population. Ça nous fait réfléchir au fonctionnement de notre démocratie, puisque s'il y a une urgence, on est nombreux, on se connaît, on sait se réunir et agir vite, mais pour les dossiers plus ordinaires, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine lenteur. Alors, dans tout ce partage, je m'approche de la conclusion de mon exposé. Je dirais que l'État est un peu le dernier recours. Dès qu'il y a un problème en France, chacun se tourne vers l'État. Mais que fait l'État? Que fait le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Même si la compétence relève d'une collectivité locale, tout le monde pense d'abord à l'État, le gouvernement. Ça tient peut-être aussi à une certaine centralisation du pouvoir avec un gouvernement qui est fort, avec un président de la République élu au suffrage universel qui personnalise le pays, ce qui fait que l'opinion a facilement tendance à se tourner vers l'image du président de la République en pensant que c'est lui qui peut tout décider. En fait, mais l'image, c'est que souvent, tout ceci relève de l'État. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a eu un petit blanc là, mais et si on se tourne vers l'État, c'est aussi parce que l'État apparaît comme une entité légitime pour rassembler. Quand un élu a des difficultés avec un opérateur économique et qu'il a tout essayé pour que ça fonctionne bien, parfois, lorsqu'il n'y arrive pas, eh bien, dans le bureau du préfet, ça peut s'arranger. Il y a une capacité de médiation, si vous voulez, une capacité, une espèce de, on appelle ça une magistrature morale, qui fait que l'État, le représentant de l'État peut convaincre des différents partenaires locaux de mieux s'entendre quand il les réunit. L'État apporte aussi aux collectivités locales et aux opérateurs l'expertise des ministères. Ça nous est très important parce qu'on n'a pas dans chaque département, dans chaque préfecture, une expertise suffisamment approfondie de tous les sujets. Et puis, nous réunissons donc les collectivités locales. Les maires sont mes partenaires professionnels principaux sur lesquels je m'appuie pour de nombreuses politiques, même si médiatiquement, l'État n'a pas toujours le beau rôle, comme je l'ai dit, et que le préfet, qui n'est que fonctionnaire et non pas élu, ne peut pas engager une polémique publique dans la presse, par exemple, avec un élu. Et donc, ce sont les collectivités locales qui se veulent le ministère de l'économie, et puis l'État est le ministère du chômage. Voilà, ça peut être un petit résumé de la répartition des rôles si on veut essayer de donner une image. Alors, pour un interlocuteur sarrois, à qui s'adresser? Dans toute cette dispersion des compétences, je crois que vous pouvez avoir deux interlocuteurs principaux, le maire et la préfecture. Je ne minore pas les compétences des autres collectivités locales, que sont les intercommunalités, départements et régions,
mais je crois que les portes d'entrée sont facilement le maire parce qu'il est bien identifié et que pour tous les enjeux très locaux, vous vous adressez au maire, c'est le maire qui saura prendre contact avec la gendarmerie, avec un service de contrôle, avec le département éventuellement, avec la préfecture et qui saura vous orienter. Les maires savent très bien faire ça. Généralement, un maire exerce plusieurs mandats de suite et les maires, ils rencontrent tout le monde, ils connaissent tout le monde et ils sont généralement des très, très bons interlocuteurs. Et puis, quand vous avez un enjeu d'importance plus large ou un problème plus complexe, vous pouvez vous adresser à la préfecture, qui là aussi fera un petit peu le même rôle, qui exercera d'abord ses propres compétences, hein, et puis qui peut être le fédérateur de politique publique et qui vous orientera vers le bon guichet grâce à sa fonction de dialogue et d'intermédiation entre différentes autorités publiques. Et puis, il y a, vous l'avez cité, le GECT Sarre-Moselle, qui a quelques compétences vraiment purement transfrontalières dans le domaine des transports, dans le domaine des services à la personne, dans le domaine des crèches, avec des projets aussi. Et en tout cas, je suis heureux de pouvoir travailler avec l'ensemble de ces acteurs publics engagés et parfois de rencontrer quelques représentants des collectivités locales allemandes et du gouvernement du Land de Sarre, dont vous-même, Monsieur le secrétaire d'État. Merci beaucoup de votre attention. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour pour ce discours très, très intéressant, pour cette présentation très, très claire et pratique pour nos auditeurs sarrois qui, à partir du moment, savent à qui s'adresser en France. Je ne vous cache pas que j'ai parfois pensé que même si les structures sont différentes, les problèmes sur le terrain me semblent assez comparables en ce qui concerne par exemple, de trouver le bon consensus entre les différents niveaux. Merci surtout pour cette citation que je ne connaissais pas avant, mais qui me semble très, très vraie. On ne gouverne bien que de loin et on administre bien que de près. Ça, c'est très, très intéressant aussi. J'ai déjà deux questions qui m'ont été posées par email, mais j'ai deux questions personnelles qui m'intéressent ou m'intéressent votre avis. La première, c'est que la durée de votre mandat, entre guillemets, dans un département. Vous avez dit que vous restez entre 2 et 3 ans. Oui. 4 ans. Est-ce que ça vous semble suffisant pour vraiment connaître les décideurs locaux, le département, la région où vous êtes? Est-ce que ça vous suffit suffisant pour accompagner aussi, par exemple, vous les avez nommés les projets de long terme, ou c'est parfois trop court? Est-ce qu'il y a un débat là-dessus sur la durée des mandats des préfets? Alors moi, je regrette que cette durée soit trop courte. J'ai eu la chance de rester 4 ans dans le Haut-Rhin, ce qui était plutôt long. Et cette ancienneté dans mes fonctions m'a beaucoup aidé dans la gestion de la crise sanitaire au printemps 2020, parce que je connaissais très bien mes interlocuteurs. Je savais très bien qui était solide, qui était fiable, qui pouvait vraiment m'aider rapidement. Et ça a été vraiment très, 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 très utile. Alors, il y a tout un débat qui revient de temps en temps. L'idée de faire tourner les préfets souvent, c'est l'idée qu'ils puissent garder leur liberté d'appréciation. Moi, j'ai beau bien connaître mes interlocuteurs professionnels, je me sens quand même libre de dire non ou oui dans l'application de la loi. J'applique la loi et sans tenir compte des affinités que l'on peut avoir avec certains maires, hein. Mais il faut pouvoir garder cette liberté, c'est vrai. Alors, si on pouvait rester plus longtemps, ce serait bien. C'est vrai qu'un préfet voit rarement l'aboutissement des actions qu'il a entamées. C'est un peu frustrant personnellement. Ça présente quand même un avantage, c'est que lorsqu'on est nommé, comme on ne sait pas combien de temps on va rester et qu'on sait que ça ne durera pas 10 ans,
eh bien, on se met tout de suite au travail et on agit immédiatement et on prend assez vite des initiatives pour avoir une chance d'en voir les conséquences. Voilà, mais c'est une décision qui appartient au gouvernement. Certains gouvernements gardent les préfets un petit peu plus longtemps, d'autres aiment bien les faire tourner. Tout ça, ça tient à la nécessité pour le gouvernement que sa politique soit bien appliquée. Et c'est vrai que quand un préfet a été là depuis très longtemps ou quand un sous-préfet est là depuis très longtemps, je n'ai pas parlé des sous-préfets qui sont les adjoints du préfet sur une partie du département, eh bien parfois il y a des blocages, il y a des questions de tempérament, de caractère qui font que la solution, c'est parfois de changer une des personnes. Et comme les élus ils sont choisis par les électeurs, c'est le préfet qui est désigné par le gouvernement que l'on va changer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile quand on doit quitter brutalement ses fonctions, puisqu'on prend ces nouvelles fonctions à peu près 3 semaines après la décision du gouvernement. Et donc, on a un peu l'impression d'abandonner un territoire où on s'est beaucoup investi et beaucoup de personnes qu'on a appréciées. Mais on le sait à l'avance, ça fait partie du métier. Mais on garde quand même certains contacts. J'ai des contacts avec des personnes des départements où j'ai exercé précédemment. Et ça fait beaucoup de satisfaction de voir qu'on a pu contribuer un petit peu à être utile chaque jour. Peut-être deuxième toute petite question, plutôt personnelle. Vous avez beaucoup parlé de la fonction et du rôle, mais peut-être question, comment est-ce qu'on devient préfet? C'est clair, c'est désigné par le gouvernement, mais quelle est la carrière professionnelle d'un préfet qui vous mène un jour à être nommé par le gouvernement français? Alors, il n'y a pas de carrière type, hein, c'est assez difficile à dire. Je dirais quand même que pour plus de la moitié, les préfets sont des anciens sous-préfets. C'est-à-dire qu'au début de leur carrière professionnelle, ils ont commencé soit dans un ministère, soit dans une préfecture, après plusieurs années d'études supérieures. Et puis, ils ont gravi des échelons, ils ont rempli des fonctions petit à petit de plus en plus importantes ou de plus en plus difficiles. Et ils sont devenus sous-préfets, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une équipe de l'État dans un département. Et puis, vers l'âge de 50, 55 ans, à peu près 50, 55, rarement 60, ils peuvent devenir préfets. Et puis, il y a des préfets qui sont nommés sans jamais avoir été sous-préfets, et c'est mon cas, qui ont une autre expérience professionnelle. Moi, j'ai suivi les cours de l'École nationale d'administration et je suis sorti au Conseil d'État. Bundesverwaltungsgericht pour l'équivalent allemand. Et donc, j'ai exercé pendant une dizaine d'années au Conseil d'État comme juge de l'administration. Et il y a en France beaucoup de possibilités de mobilité. Ça veut dire de passer d'une administration à une autre. On encourage beaucoup ça pour diversifier les compétences. Et après le Conseil d'État, j'ai eu notamment l'occasion d'être nommé directeur juridique du ministère de l'Intérieur à Paris, que j'ai exercé pendant 6 années. Et après 6 ans, il faut changer, il faut se renouveler. Et donc, j'ai voulu faire des travaux pratiques, si on veut dire. Et donc, aller voir sur le terrain comment ça marche concrètement. Et c'est comme ça que j'ai été nommé préfet. Et donc, c'est mon 3e poste de préfet depuis 9 ans que j'exerce cette fonction. Ich kann Ihnen nicht mehr hören. Ouais. J'ai oublié d'allumer le micro. Donc, merci beaucoup pour ces informations aussi très personnelles et félicitations pour cette très belle carrière dans l'administration en France. J'ai 2 questions qui nous ont été posées par email. Je regarde le chat s'il y a d'autres, mais je vais commencer avec la première alors. C'est une question sur l'apprentissage des langues. Alors, le Land de Sarre a rendu obligatoire le français dans les écoles primaires. Est-ce que l'État soutient aussi en Moselle l'apprentissage de l'allemand et si oui, comment? Alors, une question sur la réciprocité de la Frankreich-Stratégie. Alors, j'ai le regret de dire que cette réciprocité n'est pas totale. Nous sommes moins avancés que vous. Il y a à peu près
60% des élèves mosellans dans les petites classes, en école primaire, qui apprennent l'allemand, qui ont la possibilité d'un enseignement en allemand pour, selon les formules, entre 1h30 et 7 heures par semaine. Donc, il y a différentes formules, mais à peu près 60% des enfants en profitent. Et nous avons 31 écoles maternelles bilingues avec un enseignant allemand et qui est jumelé avec un kindergarten. Et puis, dans les collèges et les lycées, il y a environ 70% des élèves mosellans qui apprennent l'allemand. L'allemand est proposé dans tous les collèges de Moselle, est proposé, mais ça n'est pas obligatoire. Et il y a aussi d'autres actions qui doivent être menées pour, notamment dans la préparation à la vie professionnelle, favoriser les échanges avec des Berufsschulen ou favoriser les voyages. Mais j'ai l'impression que la pratique de la langue allemande en France, et même en Moselle, département frontalier, est beaucoup moins répandue que ne l'est la pratique de la langue française en Sarre. On a encore des progrès à faire, mais c'est un des objectifs du rectorat, donc de l'administration de l'enseignement de l'État en Moselle, que de développer l'usage de l'allemand et l'apprentissage de l'allemand. Alors, on a parfois du mal à trouver des enseignants allemands qui viennent travailler et enseigner dans les établissements scolaires français. Mais le département de la Moselle, vous voyez, c'est aussi une action d'une collectivité locale qui vient en complément de celle de l'État, soutient et embauche des accompagnateurs de langue allemande pour favoriser la pratique de l'allemand dans les collèges. Merci, Monsieur le Préfet. Je pense qu'on peut constater que nous avons à la fois les mêmes défis quand on parle de l'apprentissage du voisin, mais que la bonne nouvelle est que nous sommes sur le même chemin, même s'il sera encore long. J'ai une deuxième question qui nous a été posée en ligne. C'est une question sur l'apprentissage transfrontalier. Alors, l'apprentissage transfrontalier a souffert de la pandémie. Le projet de loi 3DS a été voté au Parlement français. Il crée un chapitre sur la coopération transfrontalière avec ce sujet important, entre autres, comment aller de l'avant et convaincre les jeunes de candidater à ces formations d'apprentissage franco-sarroises. C'est une question alors sur la formation professionnelle, notamment. Alors, les difficultés de l'apprentissage transfrontalier, elles sont même antérieures à la pandémie, puisqu'il y a eu en France une réforme de l'apprentissage en 2018, par une loi de 2018, qui n'a pas pris en compte les particularités de l'apprentissage transfrontalier. Donc, on n'a pas de cadre juridique actuellement. Et la loi 3DS que vous avez citée, qui entrera en vigueur bientôt, dans quelques semaines, va permettre de donner un cadre juridique, une possibilité de prendre en compte les périodes d'apprentissage dans une entreprise réalisées dans le pays voisin, alors que les études sont réalisées en France ou inversement. Et donc ça, c'est la condition première pour que l'apprentissage transfrontalier puisse se développer. Ensuite, il y a tout un travail de conviction qui ne relève plus de la loi, mais à la fois des autorités d'enseignement, des parents, des entreprises, pour convaincre la chance que les élèves, que les étudiants de Moselle ont d'être aux portes d'un État étranger, puissant, dynamique, qui parle une autre langue et qui donne, et dont la pratique de cette langue et dont la pratique de ses habitudes de travail et de l'organisation donne une ouverture intellectuelle formidable. Et quand on voit que des jeunes qui savent parler allemand ont tellement plus de chances de trouver un emploi en France et aussi en Allemagne, mais même en France, que ceux qui ne parlent aucune langue étrangère ou même qui parlent l'anglais.
le fait de se débrouiller en anglais, c'est relativement ordinaire, c'est relativement usuel. Je ne dis pas que tout le monde parle un bon anglais, mais on arrive à se débrouiller. Mais parler allemand, c'est en France une compétence assez rare. Moi, j'ai le regret de voir que dans mes équipes à la préfecture de la Moselle, il y a peu de personnes qui savent parler allemand, alors que nous sommes voisins. Donc, il y a vraiment tout un travail de conviction à faire auprès des jeunes pour leur dire, vous avez de la chance. D'abord, profitez de l'apprentissage. Il n'y a pas que les études sur les bancs d'une université ou d'une école. Il faut aussi pratiquer. Et les allers-retours entre les études et la pratique dans une entreprise ou une administration, c'est tout à fait bénéfique. On a plus de chances de trouver un emploi. Et si en plus on ajoute cette ouverture intellectuelle d'aller faire cette période d'un côté et de l'autre de la frontière, c'est vraiment une chance que ces jeunes devraient saisir. Alors, il faut sortir un petit peu de ses habitudes, un petit peu avoir du courage et l'esprit d'aventure. Mais enfin, aller jusqu'en Sarre, c'est pas très compliqué. Je crois qu'il y a beaucoup de Mosellans qui y vont tous les week-ends pour faire leurs courses, avant la pandémie. Mais ça va revenir. Je pense que les cafés à Sarrebruck seront à nouveau peuplés de Français dès qu'on pourra revenir facilement et en toute liberté. Ça, c'est sûr. Et je peux vous confirmer que le français est revenu. Si vous traversez les rues de Sarrebruck, c'est très, très régulier de rencontrer des francophones, donc des Français qui font leurs achats ou qui travaillent. Oui. C'est la normalité qui est de retour, je pense. Heureusement. Tant mieux. Et je partage votre appel aux jeunes d'être courageux et de traverser la frontière dans toutes les directions. C'est ce que nous souhaitons aussi. Et merci aussi pour les détails sur le projet de loi 3DS. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle qu'à Paris, on a décidé de consacrer tout un chapitre aux transfrontaliers. Pour nous, c'est une très, très bonne nouvelle ici sur les deux côtés de la frontière. Et c'est le travail à la fois des administrations de l'État et des parlementaires et des collectivités locales, des départements frontaliers, à la fois en Alsace, en Moselle, mais aussi dans d'autres régions frontalières, que de dire la France n'est pas uniforme, c'est pas les mêmes problèmes partout. Il faut prendre en compte ces bassins de vie transfrontaliers où les gens ne savent même plus qu'il y a une frontière. S'il n'y avait pas la différence de langue, on ne se rend même plus compte qu'on passe d'un État à l'autre et tout ça, toute la vie sociale et économique et amicale même, s'est organisée de part et d'autre des frontières. Il faut qu'on en tienne compte. Et parfois, à Paris, moi je parle que de Berlin, à Berlin, on ne s'en rend pas compte qu'on est si proche ici. Donc, c'est une bonne nouvelle que dans le cadre de cette loi, au moins, on en a tiré le bon résultat. Donc, voilà. Est-ce que, je demande maintenant la régie, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées à Monsieur le Préfet? Et si je ne lis rien, Ah bon, il est déjà 16h18, donc normalement, on arrête à 16h15, je pense. Donc, merci, Monsieur le Préfet. Vous nous avez consacré 3 minutes encore de plus que prévu. Un plaisir. C'est très intéressant pour nous tous. Je m'en suis sûr que je parle aussi au nom de Monsieur Spagnol, que pas seulement pour nous en tant que juristes allemands, c'est intéressant de comparer un peu les structures politiques et administratives, mais pour tous les décideurs sur le niveau local, ici chez nous en Sarre, et pour les citoyens, c'est intéressant de savoir maintenant un peu plus sur le qui fait quoi en France et sur le rôle du préfet notamment. Vous le savez, quand on vient en Sarre, même si c'est que en ligne, on ne rentre pas sans un bon souvenir ou au moins un cadeau. Et donc, je viens de vous avoir envoyé un petit bon souvenir, un petit cadeau qui a été produit pas seulement en Sarre, mais sur les bords de la Moselle, à Appach, en France, à Schengen, au Luxembourg, et à Perles, en Sarre. C'est un vin des pays des 3 frontières, dans une région où il y a pratiquement plus de frontières du tout, mais le vin s'appelle encore comme ça. Donc, merci beaucoup de votre présence et je vous souhaite encore un excellent temps en Moselle et après, peu importe où ça va vous mener. Merci
surtout pour la très, très bonne coopération avec le gouvernement sarrois. J'espère qu'on va continuer à travailler aussi efficacement ensemble avec vous et avec votre équipe de la préfecture de Moselle. Monsieur le secrétaire d'État, moi aussi je vous remercie de cette coopération avec le Land de Sarre et avec vous personnellement, et j'étais très heureux de pouvoir m'exprimer et essayer d'expliquer notre organisation administrative, et je me réjouis de poursuivre ce travail avec vous le plus longtemps possible. Parfait, ça serait un grand privilège pour nous tous. Merci. Merci. Merci à Monsieur Spagnol d'avoir été présent avec nous et à tous et à toutes qui nous ont suivis et qui vont encore voir et regarder cette présentation que nous avons enregistrée et que nous allons mettre en ligne sur le site de la Frankreich Stratégie. Je pense que c'est le 17 février que nous allons faire le prochain Partner-Talk sur l'Université de la Sarre. Je ne veux pas tout raconter, mais ça sera intéressant encore une fois. Donc, vous êtes déjà tous invités. Monsieur le préfet, chers amis, une excellente journée et à la prochaine fois. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir.